Dans la guerre des consoles au graphisme 16 bits, on oppose la Mega Drive à la Super Nintendo, mais faut pas oublier la PC Engine. Bon, vous sur ma chaîne, je vous fais confiance, vous êtes bien renseignés, vous connaissez. Mais oubliez pas que c'est une console ultra de niche chez nous. Auprès des moldus, personne connaît. La première fois que j'ai entendu parler de la PC Engine, c'était grâce à la Wii. Dans la chaîne boutique Wii, quand je triais les jeux rétro par console, je voyais ce nom qui me disait rien du tout. En même temps, c'était écrit TurboGrafx 16, le nom américain. Et puis dans la liste des jeux, j'ai reconnu R-Type, que j'avais découvert à la télé en 2008 dans une émission qui s'appelait Superplay Ultimate. Bien sûr, c'était sur la chaîne No Life, pas sur M6. Donc ma première expérience avec la PC Engine, c'était ça. Moi qui tryhard R-Type sur la console virtuelle avec la Wiimote sur le côté. Et 3 ans plus tard, à la première Edge Convention, j'ai enfin pu jouer à mon shmup préféré sur son hardware original. Mais après, c'est une console que j'ai croisée très peu de fois dans quelques expos. Elle est pas très répandue en France, donc l'idée de l'acheter ne m'était même pas venue en tête. Surtout s'il fallait lâcher des sommes énormes pour chaque jeu. Donc quand la PC Engine Mini est sortie en 2020, moi j'étais trop chaud. Je l'ai acheté, j'y ai joué, je vous en ai parlé, et j'ai trop kiffé. Si bien que la perspective de posséder la console originale a commencé à faire son chemin. Pouvoir insérer moi-même ces cartouches à la forme si originale dans la bécane, ça avait l'air d'avoir du charme. Mais je savais pertinemment que c'est pas en France qu'il fallait acheter ça. Et ça tombe bien parce que l'an dernier je suis allé au Japon pour la première fois. En amont, je m'étais fait une petite liste de trucs rétro gaming pas évidents à trouver en France, et forcément, la PC Engine était bien classée. Parce qu'au Japon, elle a rencontré un sacré succès, supérieur à la Mega Drive même. C'est fou ça. En France, les jeux Mega Drive c'est pas très rare, résultat, c'est une des seules consoles où les jeux en version Jap sont plus chers que chez nous. Par contre, c'est pas du tout le cas de la PC Engine, donc je sentais que j'allais me faire plaisir. Seulement voilà, si je croisais la console, quel modèle allais-je choisir? Bah ouais, il y en a tellement que même pour un rétro gamer chevronné, c'est pas évident de comprendre toute la nomenclature PC Engine. Pour faire très simple, la PC Engine c'est la console la plus évolutive que je connaisse. D'abord, c'était une petite machine qui lisait les cartouches, puis est sortie une extension CD-ROM, la toute première extension CD-ROM de l'histoire sur console. Et ensuite sont arrivées les cartouches d'extension qui rajoutaient de la puissance pour avoir des jeux CD encore plus aboutis. C'est une console en kit, faut acheter plein d'accessoires. C'est rigolo, mais c'est relou. Donc heureusement, NEC, le fabricant, a sorti une machine tout en un pour simplifier tout ça. La PC Engine Duo, qui permet de lire les cartouches, les CD-ROM, et intègre le boost de puissance pour lancer les jeux Super CD-ROM. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Il y a eu plusieurs versions de la PC Engine Duo, sinon c'est pas drôle. La PC Engine Duo R, c'est la même chose, elle est juste blanche, un peu plus petite, et ils ont enlevé la prise casque. Mais il paraît que c'est une console plus fiable que la première Duo qui a souvent des problèmes de condensateur. Moi, j'ai choisi d'acheter aucune des deux, puisque j'ai finalement pris le tout dernier modèle de PC Engine à être sorti, la PC Engine Duo R X. Osez critiquer le nom des consoles Xbox maintenant. La Duo RX c'est la même que la Duo R, sauf qu'elle était vendue avec un pad 6 boutons, qui change beaucoup du pad original, que je me suis quand même acheté séparément pour avoir la full expérience originale. Donc un mot sur la manette pour commencer, on se croirait sur NES avec cette disposition de boutons. Seulement il n'y a pas de bouton start, il s'appelle Run ici. Et il n'y a pas de bouton A et B, sur PC Engine c'est 1 et 2. Ce que j'aime bien sur cette console, c'est la simplicité des contrôles. Je rappelle qu'elle est sortie dans sa première version en 1987 au Japon, ce qui explique le faible nombre de boutons. Les jeux avaient pas encore des gameplays complexes, et résultat, encore aujourd'hui, c'est très pick-up and play, à l'image des jeux d'arcade ou des consoles 8 bits, mais en étant bien plus agréable visuellement qu'une machine 8 bits traditionnelle. Je vous préviens tout de suite, pendant toute la vidéo, je vais en parler comme d'une 16 bits, parce qu'à chaque fois, il y a des gros nerds qui viennent m'embêter, parce que sur le papier, oui, la PC Engine est une console 8 bits, mais ce qui compte pour moi, c'est le rendu graphique. C'est pas parce que la PS5 a un processeur 64 bits que je vais la mettre dans la même case que la Nintendo 64. Sur PC Engine, on est bien plus proche d'une Mega Drive que d'une NES. Visuellement, c'est un rendu 16 bits, alors je vais la désigner comme telle. Mais ce qui est génial, c'est que grâce à toutes ces extensions qui l'ont maintenue en vie, elle a eu une superbe longévité au Japon. Les jeux de 1987 n'ont rien à voir avec ceux qui sont sortis dans les années 90. Et pourtant, la manette est restée la même. Donc j'ai trouvé ça rigolo de parfois avoir l'impression de jouer à un genre de Super Nintendo, mais avec 3 fois moins de boutons. Et vu que les jeux en tiennent compte, c'est pas gênant. Ils sont designés autour de contrôles simples à prendre en main. Et je leur dis, c'est ce qui fait que cette expérience rétro 16 bits est aussi unique aujourd'hui. Parce qu'elle a les schémas de contrôle de la génération précédente, mais sans la lourdeur des gameplays qu'on pouvait trouver sur NES ou Master System.
Non, la PC Engine, ça a plutôt bien vieilli, je trouve. Et quand t'as passé des mois avec la manette Xbox ou Switch, c'est plaisant aussi de revenir sur une interface épurée avec du fun instantané. Il y a que pour certains jeux de baston que c'est vraiment handicapant. D'où l'arrivée de la manette 6 boutons. Regardez-moi ce tableau de bord avec tous ces interrupteurs. Ça, j'en ai pas encore parlé, c'est la seule console que je connaisse qui a par défaut sur sa manette officielle un mode turbo pour chaque bouton. T'actives le switch et ça évite de matraquer le bouton des heures quand tu joues à certains shoot'em up. T'as juste à laisser enfoncer. Mais je m'en suis pas beaucoup servi parce que même sur un R-Type, c'est pas vraiment pratique de devoir lever le pouce pour enclencher le switch à chaque fois que tu veux passer du tir chargé au tir normal. C'est une gymnastique de doigts qu'on te demande sur aucune autre console. Mais ça contribue à la différencier des autres et lui donner une saveur unique sur laquelle je vais pas cracher. Pour en revenir à ce pad du futur, bah si tu joues pas à Street Fighter, ça fait bizarre de tenir un gros truc aussi sophistiqué pour jouer à des jeux qui exploitent que 2 boutons. C'est un peu overkill comme on dit dans le jargon. C'est moins charmant que le pad original. Jusqu'au moment où tu vas te rendre compte que la croix finit par faire mal au pouce dans les jeux d'action où tu te déplaces beaucoup très vite. Au hasard comme ça, les shoot'em up. Et c'est la principale raison pour laquelle la manette 6 boutons est nettement supérieure. La croix est grosse, ergonomique, et apporte un meilleur confort sur de longues sessions. Pensez juste à enclencher le switch, oui encore un, pour passer du mode 6 boutons au mode 2 boutons. Parce que sinon sur certains jeux ton perso se met à faire des trucs chelous, comme courir tout seul vers la gauche. Mais si j'ai 2 manettes, c'est pas seulement pour les comparer, c'est aussi pour jouer à 2. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre que la PC Engine n'a qu'un seul port manette, peu importe le modèle. Faut acheter un multitap pour jouer jusqu'à 5. C'est marrant ça aussi. Sur console, on a l'habitude de voir des multiples de 2. La SNES, la Saturn, la PlayStation, elles ont toutes 2 ports manettes. La N64, la Dreamcast et la Xbox, elles en ont 4. Donc jouer à 5, c'est assez rare sur console. À part sur Wii U, vu que tu pouvais connecter 4 Wiimotes plus un gamepad. Et avoir un point en commun avec la Wii U, c'est toujours bon signe pour trouver le chemin de mon cœur. Le saviez-vous? Même quand je joue en solo, je laisse brancher le multitap. Pourquoi donc? Parce que, le saviez-vous? À l'époque, les câbles des manettes étaient rikiki au Japon, vu que les enfants jouaient par terre devant la télé. Alors que nous, dans nos pays occidentaux, on habite tous des lofts, le canapé est à 50 mètres de l'écran, c'est pour nous que le sans-fil a été inventé, faut le savoir. Donc quand on revient sur une PC Engine, le câble est bien tendu petit Jésus, alors pour éviter de foutre la console par terre au premier faux mouvement, je branche le multitap et c'est 20 cm de longueur supplémentaire qui font toute la différence. C'est que je la chéris cette console, je veux le meilleur pour elle, vu ce qu'elle m'a coûté, j'ai intérêt à en prendre soin. 250 € la bête quand même. Mais je vous invite à regarder en ligne les prix en France, vous allez voir que c'est pas les mêmes. Et puis la mienne est en bon état, je suis content. Je vais vous la montrer de près, faire un peu de console porn, c'est pas tous les jours qu'on croise du hardware aussi rare. Je vous montre son gros derrière, ses petits pieds. Le bouton bleu, c'est pour le clapet du CD, mais le plus marrant, c'est ce port cartouche, ou devrais-je dire U-Card, le nom officiel. Parce qu'avant le support CD-ROM, les jeux étaient sur des cartes hyper classe que t'insérais comme ça. Le bouton Power décale un bout de plastique qui permet de la bloquer, comme ça, impossible de la retirer en plein jeu. Ça change tellement des cartouches traditionnelles qu'on trouvait chez Sega et Nintendo, même les boîtes sont différentes. Regardez mon R-Type, encore et toujours. Il se présente comme une boîte de CD classique, toute fine, au dos y a que dalle, sur la tranche, le format du support, le nom du jeu et son numéro. Parce qu'au début, pour pousser à la collection, ils numérotaient les jeux, comme Limited Run. Comme sur Saturn, la notice fait office de jaquette. Le plus souvent, c'est en noir et blanc avec des screenshots pas ouf, et c'est en japonais, je comprends rien. Mais moi, j'ai pas besoin de ça, je suis déjà en PGL. À chaque fois, il y a un rectangle en mousse dans les boîtes pour protéger la cartouche quand elle s'entrechoque dans ma valise avec les 200 autres jeux que j'ai ramenés du Japon. La U-Card est toujours vendue dans un fourreau plastique qui a tendance à devenir tout collant quand il prend la poussière. Et puis c'est à peu près tout. Maintenant on va pouvoir jouer. Je vais vous présenter toute ma collection, c'est-à-dire les 10 jeux PC Engine que j'ai achetés au Japon. Dans l'ordre chronologique, on commence par R-Type. Vous connaissez? Bon, il y a un petit twist, c'est R-Type 1. Parce qu'au Japon, au début, les U-Card avaient pas encore beaucoup de mémoire, donc le jeu arcade entier rentrait pas. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé l'aventure en deux. R-Type 1 et R-Type 2. Sur ma cartouche, il y a que les 4 premiers niveaux. Ça me dérange pas, c'est ceux que je connais le mieux et que je prends le plus de plaisir à reparcourir par nostalgie. Parce que sinon c'est un shmup horizontal, pas transcendant à découvrir aujourd'hui, mais historiquement, il a tellement influencé le genre avec son level design, le look de ses monstres, son système de modules que tu clipses à l'avant ou à l'arrière de ton vaisseau en guise de bouclier. Faut prendre le coup de main, mais quand tu doses, c'est bien fun. C'est un peu le propre de ce style de jeu, ça devient vraiment kiffant qu'une fois que tu connais les niveaux par cœur.
Comme Dragon Spirit. Lui en revanche c'est un shoot'em up vertical, et tout comme R-Type, il fait partie de ces jeux qui comme ça payent pas de mine, ça va pas très vite, on a l'impression que c'est simple, mais pas du tout. Ils sont nombreux ces jeux qui ressemblent pas à des bullet hell shooters et qui pourtant sont pas évidents. Tu meurs très souvent et t'as très peu de vie, donc c'est vite frustrant de reprendre à chaque fois du début. Mais c'est qu'il faut changer d'état d'esprit sur les jeux de cette époque. Sur émulateur, on a tendance à faire défiler les ROM à une vitesse folle, mais quand t'as dépensé de l'argent pour un jeu en physique, qui fait partie de ta collection, là d'un coup, ça donne envie de s'investir bien plus. Dragon Spirit, c'est un bon petit jeu de début de vie. Visuellement, il a de la personnalité, les musiques sont peps, les niveaux variés, et puis t'as 2 plans à surveiller, les airs et le sol. Ça tombe bien, la manette a 2 boutons, donc tu peux viser là où tu veux. Ensuite, dans un book-off, j'ai acheté Pro Yakyu World Stadium. Le baseball, c'est très populaire là-bas, alors je me suis dit que j'allais tester, histoire d'avoir autre chose que des shoot'em up dans ma collection. Mais alors c'est chiant. Le gameplay est très simple, et pourtant j'arrive à rien. Retour sur du shmup vertical avec Gunhead, alias Blazing Lasers aux US. Il fait plus moderne que Dragon Spirit, tout est plus nerveux, ça bouge bien. T'as tout le temps de nouveaux power-ups si tu veux changer de tir, donc je l'ai trouvé hyper rythmé. Comme souvent à cette époque, les checkpoints sont un peu trop espacés, mais sinon c'est vraiment un bon jeu, pas trop dur, qui se prend rapidement en main. Neutopia, un bon jeu d'action-aventure, ou devrais-je dire un Zelda-like surtout, parce qu'il reprend tous les codes de l'épisode NES. C'est pas très original, mais ça reste cool d'explorer des plaines, des donjons et de choper de nouveaux objets. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup des jeux de ce genre sur cette machine. Je préfère le 2 qui est un poil plus moderne et sur lequel tu peux bouger en diagonale, mais il était plus cher donc c'est Neutopia 1 que j'ai acheté. Là par contre c'est le premier jeu de cette sélection où ça devient handicapant de pas parler la langue. Heureusement j'ai encore des souvenirs de quand j'y ai joué sur la PC Engine Mini, donc je savais où aller. Paranoia. Là rien à comprendre, on retourne aux fondamentaux. T'as un vaisseau et tu tires. Tu sens l'inspiration de R-Type sur certains designs, et notamment les modules que tu peux agencer autour de toi pour absorber ou infliger des dégâts. C'est développé par le studio qui a fait Alien Crush et Devil's Crush, vous savez les jeux de flipper cultes de la machine, mais sinon je connaissais pas ce jeu. C'est un pote américain que je me suis fait au Japon qui me l'a conseillé. Et l'autre jeu qui m'a recommandé, c'est Valis 3. On passe au jeu CD-ROM là. Les boîtiers sont blancs, il y a maintenant des images à l'arrière, sur la tranche il y a écrit CD-ROM, et à l'intérieur, aucune surprise, un CD-ROM. Et sa notice. En jeu, on la sent direct la différence de format. Rien qu'avec les musiques. Les instruments sonnent bien, la batterie fait plus réelle, donc tous les rythmes sont bien plus entraînants. Et ça y va aussi niveau cinématique, semi-statique. En intro et entre les niveaux. Valis 3, c'est un jeu d'action vu de côté. Donc déjà, ça m'a fait plaisir d'enfin goûter à autre chose qu'un vaisseau qui vole. Enfin, jusqu'à ce que je tombe dans des trous. C'est pas un jeu d'aventure, donc c'est linéaire, avec de l'action et de la plateforme. Et il y a un truc que tu vas peut-être rater si tu lis pas la notice, c'est que pour faire une glissade, faut se baisser et appuyer sur Run. Autrement dit, une combinaison de touches pas du tout naturelle, mais si tu le sais pas, tu vas être complètement bloqué dans le jeu. C'est la première fois que j'ai constaté les lacunes que pouvait avoir une manette avec seulement 2 boutons sur des jeux au gameplay 16 bits. Mais une fois que tu le sais, ça va, ça se joue bien, c'est pas brillant comme level design, on est qu'en 1990, mais l'univers rattrape un peu. En revanche, ce qui commence à manquer, c'est les save states et le rewind qu'on trouve sur les émulateurs. Surtout quand tu perds des vies sur un passage de plateforme nul à chier. Le hardware original, ça a son charme, mais aussi ses lourdeurs. Après Valis 3, je vous présente Ys 3, un action RPG de Falcom. Décidément, je m'en lasse pas des intros animées avec une musique punchy. Surtout que la série Ys a toujours été connue pour ses musiques trop cool. Celui-ci n'échappe pas à la règle. Là où il se différencie en revanche, c'est qu'au lieu de présenter l'action vue de haut, c'est vue de côté. C'est pas mieux franchement, mais ça a le mérite de changer quand t'as déjà fait la compilation du 1 et du 2. C'est toujours prenant d'explorer les zones, de gagner en niveau, d'acheter de nouveaux équipements. C'est assez addictif, mais ça pourra rebuter ceux qui n'ont pas envie de farmer et qui préfèrent de l'action plus linéaire comme Valis. Stupeur! On quitte le support CD-ROM avec la sortie de Street Fighter 2 Prime Championship Edition. Peut-être le jeu le plus bluffant en format U-Card. Regardez son épaisseur. Même la boîte est 2 fois plus grosse, parce qu'ils ont mis une notice assez épaisse, avec un mini poster si tu oses l'arracher. Chose que je ne ferai bien évidemment jamais, et surtout un fanbook avec une BD carrément.
C'est pas passionnant, ça commente les moves connus des différents persos, et ça fait des blagues sur les grosses cuisses de Chun-Li. Oui, j'ai utilisé Google Trad avec l'appareil photo pour comprendre les dialogues. On retourne sur U-Card, comme je l'ai dit plus tôt, et je suis mitigé. D'un côté, c'est trop bien que le plus grand nombre puisse y jouer, même ceux qui avaient la toute première version de la PC Engine sans ses extensions. Et d'un autre côté, ça s'entend que t'abandonnes le CD. J'aurais kiffé écouter la superbe bande-son de Street 2 avec des vrais instruments. Mais ne boudons pas notre plaisir, musicalement, graphiquement et ludiquement, c'est un exploit que ce jeu ait pu être porté sur PC Engine dans une version aussi réussie qui n'a rien à envier à la SNES et la Mega Drive. Surtout avec la manette 6 boutons qui est juste parfaite pour ce jeu. Parce que sinon les 3 puissances de coups se font sur Run, 2 et 1. Et pour passer des points au pied, faut appuyer sur Select, bref, c'est trop chiant. Ce que j'ai trouvé marrant, c'est de voir que les boss n'avaient pas le même nom sur la version japonaise du jeu. M. Bison, avant c'était une référence à Mike Tyson, mais pour s'éviter des problèmes de droit, ils ont inversé les noms dans la version occidentale. Le dernier jeu que j'ai acheté, c'est Far East of Eden, Kabukiden. Un jeu super CD-ROM. Vous voyez, le code couleur est différent. Comme Street Fighter, il a lui aussi une grosse boîte parce que la notice est épaisse. C'est un RPG avec beaucoup de dialogues doublés, donc injouable pour moi en japonais, mais il m'a coûté 4€, donc bon, c'était pour avoir de la variété dans ma collection. Et même sans comprendre la langue, les cinématiques sont très bien réalisées, et plaisantes à suivre grâce à son personnage principal au design très original. Far East of Eden, c'est une série que je voulais tester parce que chez nous c'est inconnu, mais au Japon c'est des RPG rétro ultra cultes. Ils ont marqué les joueurs en étant parmi les premiers à avoir proposé autant de narration dans une aventure de ce type. Moi l'épisode que j'ai c'est un spin-off, mais ça m'a donné envie de tester le tout premier de la série. Et ça tombe bien, même s'il n'est jamais sorti du Japon, Far East of Eden Zyria a été traduit en anglais par des fans. Et donc c'est seulement maintenant que je vais répondre à la question de pourquoi j'ai acheté une PC Engine Duo. C'est principalement parce que je savais qu'elle lisait les CD gravés sans avoir à faire aucune bidouille. Exactement comme le Mega CD. Enfin non, pas tout à fait. Sur Mega Drive, les cartouches sont dézonées, mais les CD-ROM sont zonés par région, c'est un peu chiant. Alors que sur PC Engine, c'est l'inverse. Les U-Cards sont zonés, sur ma console Jap, je peux lancer que des jeux Jap, sauf ceux qui sont sur support CD-ROM. Là, il n'y a plus aucune restriction. Donc je peux me graver des jeux US, des ROM hack, des homebrew créés récemment, et même des jeux japonais patchés en anglais par des fans. Comme c'est le cas du premier Far East of Eden que j'ai pu tester, alors je vais vous donner mon avis. Déjà, j'ai kiffé l'ambiance. C'est rare qu'un RPG se déroule dans l'ancien Japon. Que ça soit Final Fantasy, Dragon Quest ou Phantasy Star, c'est soit du folklore médiéval européen, soit un univers complètement futuriste. Donc Far East of Eden, il change. Entre le design des maisons que tu visites, des monstres que tu affrontes, même les musiques ont un charme traditionnel. Ça m'a rappelé Okami, mais en 2D moche. Sous ces petits airs, c'est un jeu qui m'a fait voyager. Et qui a des persos attachants, grâce au support CD, encore une fois, qui permet notamment d'avoir des dialogues doublés. Et ça insuffle tout de suite plus de vie et de personnalité aux PNJ que tu croises. Y a pas à dire, je l'ai souvent constaté sur PC Engine, le CD-ROM apporte des petits ajouts qui sont pas négligeables en termes d'immersion. À jouer en revanche, c'est du tour par tour archi classique à la Dragon Quest, mais y a pas trop de rencontres aléatoires et les combats vont vite grâce au bouton Select qui permet de passer en automatique. Donc dans l'ensemble, je le trouve vraiment agréable à jouer pour un RPG de cette époque. Il est sorti en 1989 quand même. Donc je rappelle que les FF et Dragon Quest 16 bits étaient pas encore sortis. Le seul autre gros JRPG AAA de cette période, c'était Phantasy Star 2 sur Mega Drive, qui s'en tire bien, mais Far East of Eden propose quelque chose de plus, avec sa narration, ses dialogues et ses persos un peu animés dans les cinématiques. Aujourd'hui, je peux pas vraiment vous le recommander comme un bon RPG, parce qu'il est très old school, il va pas beaucoup vous surprendre dans sa proposition gameplay, mais si vous faites une rétrospective des RPG des années 80, lui, il peut vous secouer en comparaison. Donc découvrir la PC Engine, j'ai trop kiffé. Le problème, c'est qu'avec tous les CD que j'ai pu graver, il me reste encore beaucoup trop de jeux à tester. J'aurais aimé continuer de creuser davantage sa riche ludothèque dans cette vidéo, mais si je veux pas qu'elle sorte dans 2 ans, vaut mieux que je la poste maintenant et que je revienne plus tard pour vous reparler du reste des jeux CD-ROM. Parce qu'il y en a encore plein qui me font trop envie. Et là, je le sais, vous vous demandez, comment vas-tu faire pour conserver tes sauvegardes sur la console si tu joues à autant de jeux vidéo différents? Et je vous connais. Oui, on bricole des transitions comme on peut. Contrairement aux consoles à cartouches, dès qu'on est passé au CD-ROM, il a fallu inventer des supports pour stocker les sauvegardes. Les cartes mémoire ou la mémoire interne. Sur PC Engine CD, il y a un stockage à l'intérieur qui permet de sauvegarder ces jeux,
Mais comme sur le Mega CD, la mémoire interne n'est pas illimitée. Donc faut régulièrement faire le ménage en passant par le menu de la console. En insérant aucun jeu, tu peux accéder aux fichiers. Et donc le truc à faire, si comme moi t'as prévu de te buter à la PC Engine pour des centaines d'heures, c'est d'acheter la Tenno Koei Bank. Qu'est-ce que c'est? Bah une carte mémoire qui s'insère dans le port cartouche. Mais ça fonctionne pas exactement comme, disons, une carte mémoire PlayStation. En gros, ton stockage interne, faut se le représenter comme un coffre qui contient un ensemble de sauvegardes. Et la Tenno Koei Bank permet de stocker jusqu'à 4 coffres. Dans la pratique, une fois que ton stockage est plein, tu le transfères dans ta carte mémoire, et comme ça tu peux supprimer tout ce que tu as sur ta console pour ajouter de nouvelles sauvegardes. Et si un jour tu veux retourner sur un ancien jeu que tu as fait, tu insères ta carte mémoire et tu récupères ton coffre précédent. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui se passe si on met à la fois un CD et une U-Card en même temps dans le bolide. C'est très simple, ça lance toujours la cartouche en priorité, donc faut l'enlever si tu veux jouer sur CD. Je trouvais ça intéressant de vous expliquer tout ça parce que ce qui peut sembler évident aujourd'hui, depuis que la PlayStation a simplifié et démocratisé l'usage des cartes mémoire, ne l'était pas forcément à l'époque dans les années 80. Je le rappelle, la PC Engine est sortie en 1987, l'extension CD en 1988, donc c'était une période fascinante où il fallait encore tout inventer. Alors même si aujourd'hui on peut observer des choix étranges quand on découvre la PC Engine aussi tard, bah ça fait aussi partie de son charme. Sous toutes ses formes, tous ses modèles, c'est une console pas comme les autres. Sortie à une époque où le jeu vidéo évoluait encore très vite, c'est un miracle qu'elle ait connu une telle longévité. Elle concurrençait la Famicom dans les années 80, et elle accueillait encore des titres en 94, 95, 96, alors que le grand public était déjà passé aux consoles 32 bits. Jusqu'au bout, la PC Engine, elle s'est accrochée à la vie. Enfin, seulement au Japon. Et je pense que c'est en grande partie dû au fait d'avoir très vite opté pour le support CD. Ça fait qu'au milieu des années 90, en termes d'image et de son, elle n'était pas encore si obsolète que ça. Aujourd'hui, au milieu des années 2020, c'est une autre histoire. C'est pas la console rétro que je conseillerais en priorité. Mais si tu connais déjà beaucoup de titres de l'époque 16 bits, c'est trop cool de plonger dans une ludothèque plus obscure, qu'on n'a pas déjà vu ressortir 50 fois comme les compilations Sega Mega Drive ou les consoles virtuelles SNES. Il y a encore plein de découvertes à faire sur PC Engine. Et quand tu creuses le catalogue CD-ROM, tu vois que c'est pas que des shoot'em up. Et ça, j'ai déjà hâte de vous en reparler. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle m'a pris beaucoup de temps mais j'ai kiffé. Vous avez peut-être constaté que je suis pas hyper actif en termes de vidéos ici, c'est parce que je me concentre sur ma chaîne principale. Oui, c'est une chaîne secondaire Retro Day One pour ceux qui sauraient pas encore, donc allez voir RM si vous en voulez plus.